Alors le fait divers a une histoire, longue, mais en réalité, pour que ça puisse véritablement débuter, il faut qu'il y ait une presse qui soit relativement bien diffusée. Puisqu'au siècle des Lumières, il existait ce qu'on appelait des canards. C'était souvent une page ou 2 pages qui étaient placardées, qui étaient assez souvent, fantaisistes, comme par exemple, toute une famille, qui a fait cuire dans une marmite, le voisin et qui l'a dévoré en se partageant donc, les différents morceaux. Ou alors, l'histoire de l'homme poisson, qui était plein d'écailles, qui était entièrement jaune, qui avait été pêché et qui s'est précipité dans les flots. Donc ça, c'est ces canards-là qu'on a appelés parfois donc, les canards sanglants et existent en gros jusqu'aux années à peu près 1870. Mais avant, on a la presse à grand tirage qui va diffuser et populariser en réalité les faits divers. Alors pour les journaux, ça passe d'abord par la presse, disons, très sérieuse. Il y a pas d'illustration, il y a pas d'image, c'est le petit, journal, et puis d'autres périodiques un petit peu du même style. Et puis progressivement, donc ces journaux vont monter en puissance. Ils vont aller à la conquête d'un lectorat beaucoup plus important, puisqu'à la veille de la, 1 guerre mondiale, on estime qu'il y avait environ 11 millions de lecteurs, en France, ce qui est absolument donc, considérable. Alors c'est une estimation et ces grands journaux vont proposer, alors c'est pas les seuls, hein, mais ils vont proposer des suppléments illustrés. Et dans ces suppléments illustrés, eh bien, l'image joue un rôle relativement important. Alors au début, c'est plutôt des dessins, des gravures, et puis après, par glissement, la photographie va occuper une place de plus en plus importante. Mais chaque période a aussi, si je peux dire, son propre fait divers, ce qui correspond un petit peu aux attentes ou aux anxiétés d'une société. Et l'un des plus anciens, c'est en 1817, c'est l'affaire Fualdès. C'est un procureur qui a été assassiné à Rodez, dont on a retrouvé le corps dans la rivière. Et à ce moment-là, c'est devenu véritablement le symbole de l'erreur judiciaire. Parce qu'en réalité, ceux qui ont été accusés, on les a guillotinés. Et puis après ça, on s'est rendu compte que bon, le témoin principal n'était pas forcément fiable. Donc on peut pas leur dire, bon, écoutez, on s'excuse platement, voilà. Bon. Mais là, ça a donné lieu à ce moment-là à une profusion d'images, de vignettes, de gravures de très belle qualité, parfois simplement de dessins à la mine de bois, qui n'a pas forcément donc alimenté, si je peux dire, les journaux qui étaient donc relativement rares et qui n'avaient pas forcément à ce moment-là les moyens techniques bien d'intégrer ces images et puis de les mettre en valeur dans leurs colonnes. Et puis après, chaque époque a eu son propre fait divers. Alors pour le 19e siècle, il y en a eu plusieurs, mais ils sont pas si nombreux que ça. On a eu l'affaire Pranzini en 1887, parce que c'était dans un quartier particulièrement huppé. Et ce qui a passionné aussi sans doute les contemporains, c'est que le présumé coupable, qui a été quand même condamné par le tribunal, n'a jamais avoué. Donc il y a un doute, et ça concernait plus particulièrement ce qu'on appelait une demi-mondaine, c'est-à-dire en réalité une prostituée de luxe. Et à ce moment-là, c'est un univers qui passionne une partie du lectorat. Alors j'imagine plutôt le lectorat masculin, mais c'est pas forcément donc certain en totalité. Et donc ça reste malgré tout donc un mystère. Voilà, donc ça remplit à ce moment-là donc les colonnes. On a aussi un petit peu plus tôt, c'était l'affaire Dumollard, sous le Second Empire, c'est le tueur de bonnes. Donc c'est un féminicide en réalité, c'est parce qu'il s'en prenait qu'à des servantes. Alors c'était à Lyon, il allait, si je peux dire, les recruter sur le pont qui enjambait le Rhône. Il leur faisait miroiter des gages particulièrement donc élevés. Donc ces servantes acceptaient, et puis après donc il les dépouillait, il les tuait, et sans doute aussi les violait-il, soit hantés, soit post-mortem. Ça reste aussi là une dimension non élucidée de l'affaire. Et puis d'autres que tout le monde connaît, c'est après la Première Guerre mondiale, en 1921, c'est l'affaire Landru. Et l'affaire Landru a donné lieu aussi à toutes sortes de dessins. C'est-à-dire que là, comme c'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour assez développé, mais aussi, si je puis dire, la fibre de l'acteur, qui avait une posture et une gestuelle particulière, et donc il a donné lieu auprès des dessinateurs de presse à toute une série de productions.
Alors ces dessins existent, certains ont été publiés et d'autres sont conservés par la bibliothèque de l'Ordre des avocats de Paris. Voilà. Et puis si on poursuit comme ça, donc dans les années 30, on a d'autres faits divers, c'est Violette Nozière ou l'affaire des sœurs Papin, et puis après la Seconde Guerre mondiale, ben, notamment l'affaire Marie Bénard, voilà, qui a alimenté toute une série de chroniques judiciaires pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'est un fait divers provincial qui n'est pas parisien. Donc ça intéresse à ce moment-là la France de cette époque-là, qui se réveille, qui donne là aux campagnes, à la ruralité, aux villes de province une autre dimension. C'est une affaire d'empoisonnement, mais en même temps il y a eu 3 procès. Donc c'est une affaire à épisodes. On invente déjà d'une certaine manière la série criminelle. Et donc là aussi, l'image qui est proposée, c'est plutôt la photographie, et puis aussi, bien sûr, la caméra, puisque la télévision ne peut pas filmer le procès, mais va évidemment donc être présent, soit à l'entrée des palais de justice, soit va interviewer différents témoins, ou différentes personnalités, ou différents experts. Certains faits divers n'ont pas forcément le même statut parce que certains finalement donc interpellent un petit peu l'imaginaire collectif. Ça reste un mystère parce qu'on peut parfois donc découvrir des faits divers absolument donc épouvantables, mais qui suscitent en fait une curiosité modérée. Je me souviens en particulier de l'affaire de l'homme loup, où on retrouve une fillette avec les parties sexuelles qui ont été donc mordues, déchirées. On pense qu'elle a été victime d'un loup, et puis après on se rend compte que c'est son propre frère qui a procédé de la sorte pour déjouer les soupçons. Donc c'est une affaire absolument épouvantable. Et en fait, dans la presse nationale, il y a juste 1 ou 2 articles, et encore pas toujours. Et puis au bout de 15 jours, on oublie totalement cette affaire. Alors, cet exemple illustre bien le fait que c'est pas l'horreur qui va donc en quelque sorte donner son statut aux grands faits divers, ou ce qu'un journaliste qui s'appelait Vonhoven du début du XXe siècle appelait la belle affaire. Lui-même avait été chroniqueur judiciaire pendant plus de 20 ans, et donc la belle affaire constitue pour lui un mystère. Pourquoi, à un moment donné, certains drames judiciaires, comme on les appelait aussi, eh bien, va émouvoir l'opinion publique. Alors, on peut peut-être hasarder quelques réponses. La première, c'est de dire que ça correspond peut-être à des préoccupations d'une époque, une sorte d'angoisse peut-être un petit peu existentielle. C'est comme à la fin du XIXe siècle, on a par exemple l'affaire Pell qui va précéder un petit peu donc l'affaire Landru. Alors c'est une affaire qui va rester assez célèbre parce que quand le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse, qui est le dictionnaire monumental du XIXe siècle, va produire 2 suppléments, eh bien dans ces suppléments, il va y avoir des colonnes qui vont être réservées à l'affaire Pell. Alors pourquoi? Parce que il tue des femmes. Alors, non pas pour jouir d'elles, non pas par passion sadique, mais tout simplement parce qu'il a inventé un petit peu le crime industriel. Il a besoin d'argent. Et donc, il jette son dévolu sur un certain nombre de femmes qui ne sont pas forcément les plus fortunées, et à ce moment-là, il les dépouille complètement. Et une fois qu'il a, si je puis dire, retiré toutes les ressources possibles, eh bien, il les fait passer de vie à trépas. Alors, ce fait divers a suscité évidemment l'intérêt de l'opinion publique à cette époque-là, avec aussi un autre élément qui correspond sans doute à une peur dans ces années 1880, c'est la peur du poison invisible. Sous-entendu, la science a fait un certain nombre de progrès. On est capable de détecter avec certitude la quantité de poison, notamment d'arsenic, que le corps humain peut contenir. Donc s'il y a une mort subite ou intrigante, on peut, avec très forte probabilité, déterminer qu'il s'agit en réalité d'un assassinat. Mais à ce moment-là, on découvre aussi les poisons invisibles. Le fait que quelqu'un peut passer tout simplement d'une vie normale et puis s'effondrer brusquement parce que un proche, un voisin, voilà, l'a assassiné. Alors, pour d'autres affaires, dans l'entre-deux-guerres, bon, l'affaire Violette Nozière, là, évidemment, c'est une affaire qui a été réinterprétée plus récemment avec d'autres aspects, puisque l'époque contemporaine très contemporaine, a plutôt mis en avant la question de l'inceste. Est-ce que son père a commis donc un abus sexuel sur elle? On a revisité les déclarations, notamment tout ce que le père avait pu dire sur l'usage d'un mouchoir. Bon, voilà. Or, dans l'entre-deux-guerres, on a des périodiques comme le journal L'Humanité
qui prend la défense de Violette Moser, qui l'appelle par son prénom, Violette. Et pour le journal de l'Humanité, elle symbolise en fait la révolte de la jeunesse, particulièrement opprimée et corsetée, et qui essaye d'avoir une indépendance dans cette société donc vieillissante et passéiste. Donc là, le fait divers a un écho, mais c'est pas le même que celui que l'on peut avoir aujourd'hui à travers le livre, des essais, des téléfilms et des films. Alors certaines couvertures de ces suppléments illustrés avaient été concoctées pour frapper un petit peu donc l'imagination. Mais en même temps, ça allait à la rencontre avec les attentes. Alors ici, c'est un supplément du petit journal qui est le numéro 1 à ce moment-là, qui dépasse le million d'exemplaires. Et l'affaire qui est traitée, c'est une affaire qui a vraiment donc intrigué les contemporains, qui représente un tournant, puisque c'est l'affaire Soleilhand. Et l'affaire Soleilhand, donc là, c'est le procès, c'est en 1907, c'est la première fois où on met en avant le meurtre-viol d'une enfant. Et à ce moment-là, dans les mentalités collectives, il y a un vrai tournant, parce qu'on considère que c'est le crime le plus épouvantable que l'on peut commettre. Avant, c'était le parricide, puisque c'était une atteinte à l'autorité, au prestige, voire au-delà au chef de l'État qui représentait le père de la nation. Et là, il y a un tournant, alors ça se met progressivement en place, mais aujourd'hui, donc dans les années 1921-22, eh bien, si on faisait donc un sondage auprès de la population, on dirait que le crime le plus affreux, c'est le viol, meurtre d'un enfant. Alors ici, évidemment, c'est une mise en scène qui est assez classique et assez statique, hein. Il n'y a pas un dynamisme des personnages, mais c'est en couleur. On a ici donc un personnage qui représente une veuve qui est vue de dos, et ce qui a le plus marqué sur cette vignette des contemporains, c'est non pas le lieu où sont installés la cour, où est installée la cour, mais on le voit ici, c'est ce qu'on appelle la table des pièces à conviction. Ça fait partie à ce moment-là de la mise en scène du procès. Souvent, ces différents éléments étaient enveloppés, parfois engoncés ou enfouis dans des couches successives, et puis on pouvait les déballer progressivement en fonction des débats. Alors évidemment, pour le jury qui est constitué à ce moment-là uniquement d'hommes, il y en a 12, si ces pièces à conviction étaient exhibées, c'était quasiment la preuve matérielle que celui ou celle qui était dans le box des accusés était déjà coupable. Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette vignette, c'est que on voit aussi une véritable acculturation. C'est-à-dire que le crime, la justice, va véritablement coloniser l'imaginaire des sociétés contemporaines. On n'en est pas sorti aujourd'hui. On va au cinéma, on regarde Internet, on allume la télévision, on écoute la radio. Les émissions de fiction ou de réalité qui traitent du crime, de la violence ou de la justice sont innombrables. Et en fait, ça commence véritablement à cette époque-là. Donc pour le lecteur ou la lectrice, il n'y a pas besoin d'avoir une légende explicative. Chacun a parfaitement compris comment est la disposition du tribunal, le prétoire, la barre où on va témoigner, pourquoi il y a une hiérarchie dans l'espace. Voilà, donc tout est véritablement donc mis en place, et puis le lectorat de cette époque-là en redemande, comme aujourd'hui. Alors, autre illustration qui prolonge un petit peu celle de tout à l'heure, c'est une scène où celui qui se trouve dans le box des accusés est on le soupçonne d'avoir assassiné plusieurs membres de sa famille. Et à ce moment-là, sur les lieux du crime, parce qu'il n'y a pas d'aveu, on a retrouvé une chemise et on fait revêtir cette chemise, qui est une des pièces à conviction, à l'accusé. Et donc évidemment, pour l'ensemble de l'assistance, que ce soit le jury ou le public, aucun doute n'est possible, puisque ça lui va parfaitement. C'est donc la preuve que celui qui était dans le box des accusés est bien l'auteur de ce crime épouvantable.